Balayés par les vents, au milieu de nulle part, nous sommes dans une des plus hautes vallées d'Asie, à la fois montagne et désert, l'Himalaya dans ses espaces hostiles. Et pourtant, au détour d'un courant d'air, nous voici soudain à Tixé, haute muraille escalière, fondée au XVe siècle, au moment même où Tsongkhapa, le réformateur des Gelugpa, envoya ses étudiants aux quatre coins de la région pour y répandre une nouvelle école. L'un de ses disciples, Paldem Sangpo, fonda ce gompa pour en faire un des exemples les plus fins de l'architecture ladakhi. Tixé protège en son sein l'une des plus grandes merveilles du Ladakh, un grand Bouddha au regard si paisible et insondable. Son troisième œil semble tourner sur son intériorité. Pourtant, ses yeux restent ouverts sur l'avenir. La douceur de son visage donne envie d'atteindre une telle sérénité. Ainsi devrait apparaître dans son habit royal Maitreya, le Bouddha du futur, lorsqu'il viendra illuminer les hommes de sa compassion. Chaque jour, une centaine de moines étudient les textes saints du bouddhisme, au rythme des chants et à l'aide de longs moments de méditation qu'ils pratiquent isolés dans leur retraite. Tous se retrouvent lors des cérémonies, plusieurs fois par jour, dans le Dukan, la grande salle de prière. Les moines psalmodient des mantras, formules religieuses au pouvoir tantrique, véritable support à la méditation. Leur formulation confère une puissance surnaturelle par celle du pouvoir divin. Les lamas s'ingénient à répéter par tous les moyens ces formules clés. Le verbe, devenu mantra, s'inscrit dans les pierres à mani. Il s'échappe des drapeaux à prière pour parcourir les montagnes vantées. Puissance d'éternité du mantra, constamment récité. Dans ces régions où chaque homme devenait caravanier, les échanges entre la Chine voisine et l'Inde ont fait surgir une forme unique du bouddhisme, le Vajrayana, empreint du tantrisme des yogis, du bouddhisme indien et du Tao chinois. Un peu d'histoire. Au Xe siècle, la dynastie Thi dominait le Ladakh. Elle instaura son influence à travers le palais royal de Ché, qui devint la capitale. À cette période, les bouddhistes du Tibet développèrent leur présence en construisant une centaine de monastères citadelles. Aujourd'hui, les ruines de l'ancien palais royal conservent le souvenir d'une gloire passée.
À l'intérieur, seule la magnifique statue du Bouddha Sakyamuni, construite par le fils du roi Singhé le Namgyal, habite encore ce lieu au passé prestigieux. En 1533, le roi Soyan Namgyal parvient à unifier son royaume et à installer sa capitale à Leh, l'endroit le plus fertile, à 3600 mètres d'altitude, à la source de l'Indus, une des étapes de la route de la soie. Au XVIIe siècle, lors d'une crise politique, le 5e Dalai Lama tenta d'envahir le Ladakh, alors royaume indépendant de religion bouddhiste. Le Cachemire accepta d'aider le Ladakh à conserver sa souveraineté. Mais cette aide eut un prix, la conversion du roi à l'islam et la construction d'une mosquée dans la capitale. Qu'est devenue aujourd'hui la terre mythique du Ladakh. Ces dernières années, la guerre du Cachemire a fragilisé le nord du pays. L'industrie touristique et cette guerre chamboulent toute l'économie de la région. Et les mythes sont plus présents dans la tête et les rêves des voyageurs que chez les Ladakhis, coincés entre l'invasion des touristes et la présence des militaires. Leh est devenue une ville exotique pour le voyageur, qui peut y trouver de nombreux objets étranges. La cloche et le vajra, symbole de compassion et de connaissance. Les bols tibétains, les conches, les bijoux, les instruments de musique pittoresques, les vêtements traditionnels. La topographie de la région attire les plus aventureux pour ses possibilités de trekking, d'escalade et de rafting. Ces nombreuses activités faisant du tourisme la première source de revenus des Ladakhis, autrefois centrée sur une économie traditionnelle autour de l'agriculture et de l'élevage.